De partout, vous nous suivez, un grand merci. Merci parce que ce soir, nous revenons avec une nouvelle thématique dans votre magazine Deadline. Merci parce que vous nous avez suivis la semaine passée, où nous avons reçu pour vous le professeur Placide Mabaka, expert en droit. Il nous a parlé de l'état de droit, il nous a parlé comment devait fonctionner une société à la lumière de l'application de ses droits. Ce soir, nous revenons avec un nouveau programme. Nous allons parler de cette composition de la politique qui permet d'être réalisée par des promesses. L'homme politique est un manager qui travaille avec plusieurs composantes. Ce soir, nous allons parler, échanger avec un expert dans cette composante de la concrétisation des promesses des politiques. Et le participant de ce soir est président de la Corporation des urbanistes au Congo, que je vais saluer. Patrick Madia, nous vous saluons. Merci, je vous salue aussi. Meilleurs vœux, bonne année. Merci à vous autant. Nous allons commencer. Comment va la corporation? Je dirais que la corporation se porte plutôt bien. C'est vrai que le début a été difficile, mais au fur et à mesure, la voix de l'urbanisme se fait entendre. L'effet d'être reçu par vous, je pense que ça concrétise mes dires. Je dirais, ça va. Votre corporation a combien d'années d'existence? La corporation, au fait, le document légaux, je dirais qu'on les a obtenus il y a de cela 2 ans, mais la corporation est une très longue histoire. On a commencé par d'abord des petites mutuelles en tant qu'étudiant. Après, la corporation a changé plusieurs fois de nom. Et pour finalement, disons, prendre cette connotation de corporation des urbanistes congolais. Patrick Madia, nous allons dans le vif du sujet. Vous le savez, vous êtes dans un intérêt capital pour les politiques. Partout dans le monde, ça s'est démontré. Oui. Pour être maire dans un pays développé ou président de la République dans un pays développé, il faut des promesses urbanistiques. Je veux faire de nouvelles villes, des villes industrielles, je veux faire des villes écologiques, je veux faire ceci. Le politique est politicien, mais la concrétisation de ses rêves, la concrétisation de sa vision pour le bien-être de la société, c'est à travers des techniciens comme vous, les ingénieurs, les urbanistes, les architectes, les économistes, les juristes. Ce soir, nous allons échanger sur la place de l'urbaniste dans la confirmation de la promesse de l'homme politique. Parce que c'est un secret de polichinelle, hein? Donc, il y a les sautes-moutons qui sont construits. Aujourd'hui, on va parler qui a contrôle, ainsi de suite. La première question, pour que les téléspectateurs nous comprennent, c'est qui un urbaniste? Parce que nous n'avons pas de réponse sur ça. L'urbaniste, bon, s'il faut définir notre métier, l'urbaniste, c'est au départ un aménageur. Quand on parle d'aménageur, c'est un organisateur. C'est-à-dire, l'urbaniste organise l'espace. Mais cette organisation, l'échelle, c'est l'homme. C'est-à-dire, c'est l'organisation de l'espace à l'échelle humaine. C'est ça l'urbanisme en question. Et si on doit utiliser des termes simples, je dirais qu'on doit toujours considérer la ville comme étant un organisme vivant. C'est-à-dire la ville naît, la ville grandit, la ville vieillit et la ville meurt. Parce que il y a des villes, il y a des vestiges de villes qui ont existé, c'est-à-dire il y a la naissance, il y a la vie de la ville et la mort de la ville. Et l'urbanisme, c'est le médecin. C'est-à-dire l'urbanisme fait l'effort pour que la ville aille mieux. C'est vraiment ça, en des termes simples, le rôle de l'urbaniste. Par exemple, quand le président de la République dit « le peuple d'abord », dans l'urbaniste conçoit une ville en tenant compte du peuple d'abord, de son moyen. Quand le gouverneur, par exemple, de Kinshasa dit « Kinshasa Bopeto », l'urbaniste aussi planifie une ville qui tienne de Kinshasa Bopeto. Ma question, c'est quoi un plan de développement d'une ville pour l'urbaniste? Le plan de développement d'une ville, c'est penser la ville selon certaines échéances. Vous pouvez penser la ville dans 5 ans, vous pouvez penser la ville dans 30 ans. C'est juste une planification qui
au fait qu'il y a plusieurs aspects. La planification, il y a les aspects juridiques qui entrent là-dedans, parce que l'urbanisme, c'est intimement lié aussi à tout ce qui est droit, parce qu'il y a des textes qui découlent justement de cette planification. Et il y a aussi l'aspect graphique, parce qu'il faudrait matérialiser tout ce qu'on a eu à penser en termes de textes, mais le matérialiser sous forme de plan. Vous voyez? Donc c'est pour cela qu'on fait la conjonction à la fois de la partie technique, qui est purement dessin, réglementation, normes, et de l'aspect réglementaire, parce qu'on a besoin des textes pour faire respecter tout ce qu'on a eu à dessiner. Vous voyez, c'est vraiment ça. Quand l'homme politique a une vision par rapport à sa base, par rapport à sa communauté, quelle est la place de l'urbanisme dans la vision de l'homme politique, du décideur politique? Comme je venais de le dire tantôt, c'est-à-dire le politique, c'est vraiment la personne, c'est l'interlocuteur direct de l'urbaniste. Parce qu'on peut faire des décisions, on peut concevoir des plans, on peut faire des textes, mais sans l'apport de la politique, ça ne marche pas. Parce que cette matérialisation au niveau de l'espace, ça sera fait par les décisions politiques. C'est-à-dire nous sommes intimement liés à la volonté politique. Sinon, les plans vont rester, disons lettre morte ou plan mort, si on peut utiliser ces termes-là. Ça ne va pas fonctionner si on n'a pas cet accord-là de politique. Très chers téléspectateurs, nous recevons pour vous dans ce magazine Deadline notre invité de ce soir, Patrick Madia, qui est président de la Corporation des urbanistes congolais. Vous le savez, très chers téléspectateurs, nous parlons d'Ekil Bopeto, nous parlons de programmes d'urgence de 100 jours du chef de l'État, nous parlons du peuple d'abord, mais il y a de ces hommes, il y a de ces entités qui permettent la matérialisation de cette vision. Est-ce que ces visions sont en adéquation avec l'homme qui doit concrétiser cela, qui est l'ingénieur, qui est l'architecte, qui est l'urbaniste? Nous y allons. Kinshasa, la RDC, dans son ensemble, a un sérieux problème de logements sociaux. Mais nous remarquons qu'il y a des logements à forte capacité qui sont érigés des terres, mais qui ne répondent pas aux normes des coûts de cette population souvent pauvre. Comment l'urbaniste pense, par exemple pour une ville qui est Kinshasa, pour un pays qui est la RDC, proposer des solutions en termes de logement pour les gagnes-petits? Bon, pour répondre à cette question, moi je tiens à vous rassurer, au niveau de la République démocratique du Congo, il y a plusieurs, plusieurs études qui sont faites pour justement répondre à ces besoins en logements sociaux. Parce qu'il ne faudrait pas penser que la RDC ne fait rien en termes de la recherche de solutions pour la matérialisation de ces logements sociaux. Donc généralement, c'est couché sur ce qu'on appelle le plan habitat. Donc je vous rassure que ça existe. Mais le problème, c'est beaucoup plus la matérialisation de toutes ces recommandations. Et ces recommandations doivent être matérialisées au niveau de notre, je dirais, notre ministère mère. Ministère de l'Habitat. Ministère de l'Urbanisme et Habitat. Bon, c'est vrai qu'avec tout ce qui connaît notre pays en termes de difficultés, la matérialisation pose problème. En tout cas, il y a plusieurs projets, ça je vous rassure, il y a plusieurs projets qui ont été faits pour répondre à cela, mais parfois on est buté à tout ce qu'il y a comme difficulté au niveau de notre pays. Mais il y a aussi la problématique des espaces. Parce que les espaces pour les loger, ces personnes, les gagnes-petits, nous avons vu les sinistrés avec les différentes pluies qui ont manqué des logements. Mais on pouvait répondre à ce besoin-là. Bon, la ville de Kinshasa ne manque pas d'espace. Si vous prenez la carte de la ville, vous remarquerez que c'est moins de 30% de la ville qui est agglomérée. Donc l'espace, nous en avons. L'espace, il y a par exemple Maluku. On pourra dire que Maluku est pratiquement inoccupé.
Mongafula, il y a des grands espaces qui sont inoccupés bien. Sans route, sans oui, c'est source, vrai. Oui, sans c'est école, vrai. sans marché. Oui, c'est vrai que il y a, pour l'implantation des logements sociaux, il y a certains préalables, c'est vrai. Il faudrait d'abord, on doit viabiliser les sites avant d'implanter les logements sociaux. Malheureusement, nous remarquons avec certaines de nos décisions politiques, c'est-à-dire on dit voilà, on va loger les sinistrés à tel ou tel autre espace au niveau des Kinkole. Mais ça ne se fait pas comme ça. C'est-à-dire, même si c'est fait à la hâte, parce qu'il faut répondre à certains besoins, mais il faudrait au préalable une certaine viabilisation du site, c'est-à-dire apport à tout ce qui est service minimum, c'est-à-dire en termes d'eau, l'électricité qui est vraiment en 2020, à l'aube du second millénaire, on ne peut pas manquer de ça. En termes d'assainissement, parce que toute cette population que vous allez implanter aura généré de déchets. Donc vous voyez un peu. Mais malheureusement, on va implanter. Et finalement, les gens n'y vont pas, parce que vous n'allez pas à Kinkole si les services élémentaires ne sont pas implantés. C'est ce qui bloque parfois tout ce qu'il y a comme décision au niveau de nos politiques. Il y a un autre point, la capacité à se déplacer. Les voies de transport, un sérieux problème. La ville souvent se scinde en deux. Le matin, il y a ceux qui quittent dès chez eux, par exemple pour une ville comme Kinshasa, pour aller au lieu de service, au lieu où il y a des biens et services. Et le soir, mouvement inverse. Mais comment repenser cette situation qui est une grande problématique? Parce que, vous verrez, aujourd'hui, on nous propose des sauts de moutons, on nous propose des passerelles. Mais est-ce que ces initiatives sont prises en association avec l'urbaniste congolais pour répondre aux besoins des Congolais? Parce que le politique veut répondre aux déshydratats des Congolais. Bon, ce qui est vrai, il y a le politique, bien qu'il essaye de faire passer certaines décisions pour le bien de la population, mais les politiques sont généralement des personnes égocentriques, c'est-à-dire ils pensent peut-être à sa réélection, c'est-à-dire il y a certains slogans qu'il lance comme ça, c'est par rapport à sa réélection. Bon, dire que l'urbaniste n'a pas été associé, je dirais, oui, peut-être que moi, je n'ai pas été associé, mais il n'y a pas que moi comme urbaniste. Donc, je ne sais pas prétendre et dire, voilà, il n'y a aucun urbaniste congolais qui a été associé. Mais sauf que ces genres de décisions doivent s'insérer dans un plan d'ensemble. Vous voyez? On ne peut pas implanter des sauts de moutons de manière désordonnée. C'est-à-dire, il faut un plan, et généralement, on appelle ça en termes c'est de plan de transport et de mobilité. Voilà. C'est-à-dire, tout ce qu'on fait en rapport avec voirie, tout ce qu'on fait en rapport avec l'assainissement doit s'insérer dans certains plans. Mais je sais que la ville de Kinshasa a eu à faire certaines propositions pour justement répondre à ces problématiques. Il y a le PDTK, c'est-à-dire le plan directeur de transport urbain pour la ville de Kinshasa, qui a été adopté par l'Assemblée provinciale, je crois que c'était disons le 30, au début du mois de septembre de l'année écoulée. C'est-à-dire le plan existe. Le plan existe, mais comme à chaque fois, le plan n'est pas pris en compte pour sa matérialisation. Donc vous verrez que même ces sauts de moutons, c'est vrai que dans le PDTK, il y a le viaduc qui ont été prévus, mais l'implantation de nos sauts de moutons ne répond pas à ces plans-là. Or, ce plan a été adopté par la ville de Kinshasa. Je pense qu'il serait souhaitable pour des réalisations futures de pouvoir s'insérer, parce que ce plan a été réalisé par des spécialistes. Moi aussi, j'ai eu à participer à l'élaboration du fameux plan. Donc, si on pouvait, disons pour la mandature présente, si on pouvait s'insérer dans des plans pareils qui ont été pensés par les spécialistes, ça va booster d'abord la ville de Kinshasa et ça va aider à résoudre certains problèmes
que l'on pense insolvable. Oui. Nous et les téléspectateurs qui n'étions pas conviés à l'élaboration de ce plan, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce plan? Et ce plan, à quelle échéance? C'est un plan de 10 ans, 30 ans? Que prévoyait ce plan? Parce que c'est très intéressant. Bon, vous voyez, pour parler de ce plan, il faudrait d'abord que le gouverneur puisse faire un édit. Moi, j'en parle de manière, disons... liminaire. Oui, de manière un peu officieuse. Mais c'est vrai que ce plan a été adopté. Donc, vous avez réfléchi? Oui, on a eu à réfléchir. Vous avez fait des recherches sur terrain? Oui, et il y a eu un grand apport d'abord du gouvernement japonais au travers la JICA. Oui. Donc, le plan est là, mais le plan a été adopté. Maintenant, tout ce qui reste, c'est juste son application. Son application. Donc, par exemple, le volet infrastructure du programme d'urgence du chef de l'État des 100 jours devait tenir compte de ce plan. Justement. Donc, on devait intégrer cela. Cela, oui. On devait normalement intégrer cela dans ce fameux plan. Parce que ma question est celle-ci. Si certains sous Matata Pogno, il y a eu par exemple les passerelles qui ont été prises en compte. Par exemple, quand vous allez vers la Tchangou, il y a certains passerelles qui ont été détruits pour être remplacés par des sauts de moutons. Oui. Est-ce que ça, ce ne sont pas des pertes sur le plan urbanistique et de l'argent jeté peut-être à la fenêtre? Oui, pour être un peu méchant, je parlerai d'amateurisme politique tout simplement parce que si c'était inséré dans le plan, comme vous avez dit là, ça serait juste la matérialisation de quelque chose qui existe. Vous voyez un peu? Vous imaginez, vous essayez d'implanter le passerelle au niveau de bonhommes et 2 ans après avoir dépensé des millions, 2 ans après, vous le détruisez pour pouvoir implanter le saut de mouton. Ce sont des pertes inutiles que l'on fait malheureusement. Parlons des passerelles. Que ce soit celui des limités, vous remarquez ces passerelles sont sous-utilisées, pour ne pas dire peu utilisées. Ceux qui fréquentent les églises vous prenez de la première rue jusqu'à la 16e, vous verrez que même ceux qui fréquentent les églises des abords, peu empruntent les passerelles. Vous qui êtes urbaniste, qu'est-ce qui se passe? Quel est ce phénomène que l'on puisse construire quelque chose, mais qu'on n'utilise pas? Il y a certains indicateurs, certains éléments qui n'ont pas été pris en compte dans la construction. Oui, évidemment. Le problème, ce n'est pas au niveau de la construction, parce que les passerelles ont été bien faites, c'est-à-dire on a tout prévu. Le problème, c'est beaucoup plus sur l'appropriation de ces ouvrages par la population. Donc, tout ce qu'on fait au niveau de l'urbanisme, tout ce qu'on fait comme proposition, tout ce qu'on fait comme recommandation, c'est basé justement sur le besoin de la population. C'est-à-dire c'est la population qui devait être bénéficiaire. Il faudrait d'abord comprendre la culture des Quinois. Comment est-ce que les Quinois réfléchissent? Vous faites de passerelle, mais les Quinois vont se dire non, moi je ne monte pas parce qu'il y aura peut-être des chèques au-dessus. Vous voyez un peu? Parce que la nuit, vous ne savez même pas emprunter ce passerelle, là, c'est assez dangereux. Donc, cette appropriation-là, c'est parfois ce qui pose aussi problème, parce que toutes les décisions doivent être participatives. C'est-à-dire, voilà, moi, je propose de passerelle, mais avant la réalisation, il faudrait d'abord que je puisse l'exposer même au niveau des communes, de manière à ce que la population voie un peu qu'est-ce que moi, disons, politique, je propose, et même y insérer peut-être prendre en compte aussi les désirata de cette population-là, et enfin délibérer avec cette population-là sur les besoins ou non de l'implantation de ces genres d'ouvrages dans la ville. Donc, l'apport de la population, je pense, c'est au-delà de tout ce qu'on prend comme décision, l'apport de la population est vraiment, vraiment, vraiment nécessaire. Donc, la population ou la communauté doit être partie prenante dans les projets des infrastructures. Tous les projets. Donc, avant, par exemple, de commencer la construction de saut de mouton, vous venez auprès de riverains poser la question, est-ce que vous êtes d'accord, par exemple, que le saut de mouton passe par ici? C'est comme ça qu'on doit procéder? Normalement, dans tout projet urbain, il faut cette appropriation. C'est-à-dire qu'il y a toujours cet effet de publicité, cet effet de publicité au niveau des différents, disons, si on peut parler de différentes entités administratives. Il faudrait que la population voie un peu qu'est-ce que vous voulez mettre sur nos espaces. Bon, évidemment, il y a certains projets où l'aménageur peut s'imposer, où les politiques peuvent s'imposer. Parce que c'est vrai qu'il arrive des fois où on se dit, voilà, c'est vraiment nécessaire, c'est vraiment urgent.
et on n'a pas vraiment le temps de pouvoir attendre, parce que ça peut aussi être un processus qui peut prendre du temps. On s'est dit, voilà, pour tel projet, on peut s'imposer en tant que politique ou en tant qu'aménageur. Mais c'est vrai que cet apport de la population est vraiment nécessaire. Très chers téléspectateurs, vous êtes dans votre programme Deadline. Nous recevons pour vous Patrick Madia, président de la Corporation des urbanistes congolais. Très chers décideurs, vous avez érigé des instituts supérieurs de formation, des universités, où sont formés des Congolais et des Congolaises. Et ces Congolais et Congolaises finissent leur cursus académique et deviennent professionnels. Mais pourquoi ne pas les associer, vu que vous avez investi dans leur formation? Le décideur politique prend une décision pour sa vision politique, pour ses promesses électorales, pour ses promesses à la communauté, à sa base. Mais la matérialisation de ces promesses ne se réalise pas par le politicien parce qu'il n'est pas technique, il n'est pas médecin, il n'est pas économiste, il n'est pas juriste, il n'est pas urbaniste, il n'est pas architecte, il n'est pas ingénieur en construction, il n'est pas mécanicien, il n'est pas cordonnier, il n'est pas tout ce que vous voulez. Mais pourquoi nous remarquons dans la conception de vos projets, de vos promesses, les techniciens, les experts congolais, les jeunes congolais, les femmes et hommes congolais à qui la République a investi ne sont pas associés lors de la conception de vos promesses. Et, comme le constate, vous avez des projets qui ne servent absolument à rien. On a construit des passerelles qui ont été détruites pour être remplacées par des sauts de moutons. Or, si vous avez fait appel à ces jeunes Congolais et Congolais formés, on aurait pu épargner l'argent du contribuable congolais, parce que cet argent provient des taxes, des impôts que les Congolais et Congolaises payent. Patrick Madia, nous avançons. Ce que j'ai aimé, vous avez dit quelque chose d'important. Dans tout projet d'infrastructure, il se doit un droit de redevabilité. La société, la communauté doit être associée. Oui. La gestion des immondices, l'évacuation des déchets, surtout des ordures ménagères, pose problème. Le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila-Mbaka, a initié un joli projet qui est Kinshasa-Bopeto. Est-ce que le quinoa est sale? Ou c'est la ville qui est sale? C'est ça le débat. Changement de mentalité. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est l'État qui doit changer de mentalité, ou bien c'est la communauté qui doit changer de mentalité? Parce que je ne pense pas que chez toi, à la maison, c'est sale. Merci pour la question. En fait, oui, la ville de Kinshasa n'est pas sale, si on doit dire ça, parce que la ville de Kinshasa est essentiellement parcellaire. Parce que, comme vous avez dit, chez vous, ce n'est pas sale. C'est-à-dire, vous balayez quand même votre parcelle, vous balayez votre maison. Le problème, c'est lorsqu'on arrive au niveau de la voirie, c'est-à-dire à l'espace public. Ce sont les espaces publics qui sont sales pour la ville de Kinshasa. Or, la gestion des déchets au niveau des espaces publics, c'est au niveau de l'autorité urbaine qui devrait normalement prendre en charge. Bien que dans d'autres pays, il y a ce partenariat public-privé, c'est-à-dire on peut aussi avoir des entités privées qui peuvent aider le gouvernement provincial pour la gestion des déchets de la ville. Kinbopeto, c'est une très bonne chose. Alors, je tiens à féliciter le gouverneur de la ville. Mais le problème, c'est comment ça a été pensé. Comment ça a été pensé? Parce que je vois mal, disons, au lancement de Kinbopeto, inviter le président de la ville avec un balai, et c'est pas moi. Le président de la République. Disons que j'ai dit le président de la République avec un balai et une pelle pour dégager la saleté. Ça se fait nulle part. Vous verrez, ceux qui ont la chance de voyager, vous verrez jamais quelqu'un balayer devant sa parcelle. On ne balaye pas la rue. Bon, c'est pas comme ça devait se faire. C'est-à-dire, on devait penser plus grand. C'est-à-dire, de Kinbopeto, normalement, pour une ville qui est aussi grande que
la ville de Kinshasa devait être mieux pensée. C'est-à-dire, oui, c'est vrai, on balaye. Moi, on voit les gens balayer, on voit les gens entasser tout ce qui est comme ordure. Mais comment est-ce que c'est évacué? C'est évacué où c'est entassé? Vous voyez pas, le problème, ce n'est pas seulement la collecte des déchets. Notre problème, c'est le transport, l'entreposage et les traitements. Parce qu'à l'heure de l'écologie, on ne sait pas aller jeter les déchets dans des ravins. C'est inconcevable. Moi, en tant qu'urbaniste, je ne peux pas accepter qu'on aille jeter tout ce qui est saleté dans des ravins, parce que les ravins à côté, il y a la population qui habite. C'est-à-dire, c'est une très mauvaise façon de penser. C'est-à-dire, on doit collecter les déchets, c'est vrai. Ça, la population fait le faire. On doit transporter les déchets, on doit entreposer les déchets et traiter les déchets. On ne sait pas laisser les déchets comme ça. En plus de ça, vous demandez à la population de balayer devant chez eux, mais il n'y a pas d'outils au fait de collecte. Par exemple, dans mon quartier, il n'y a pas de dépotoir, disons, de dépotoir de transit. Ok, je collecte mes déchets, je les mets où? Vous voyez? C'est-à-dire, c'est à ces moments-là que le service public devait prendre en charge, pas seulement les services, même les entités privées devaient prendre en charge mes déchets pour pouvoir les transporter. Alors, ce n'est pas ce qui s'est fait. Peut-être ça s'est fait peut-être au niveau de marché où on voit quand même il y a des camions qui viennent, mais au niveau des quartiers, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, malheureusement. C'est-à-dire, finalement, tout ce qu'on arrive à faire jusque-là, c'est juste la collecte des déchets. On fait que collecter des déchets et entreposer. Maintenant, il faudrait les dégager. Et ça se remarque également même lors des curages. Vous voyez nos fameux curages à la main, là. C'est-à-dire, vous curez, vous déposez à côté, et après, quand il y a la pluie, ça revient. Et c'est un cercle vraiment vicieux. Donc, je pense qu'on devait penser un peu plus grand, c'est-à-dire avoir de camions balais, avoir de bennes pour les transports et avoir des grandes unités pour... Donc là, ça fait appel à l'automatisation et à la mécanisation nécessairement pour la gestion des déchets là, à Kinshasa. À Kinshasa, c'est tout ce qu'on peut faire. Mais ça demande de fonds. Mais justement, on ne peut pas prétendre lancer une telle opération sans avoir les fonds. Parce que là, maintenant, on pousse le pouvoir provincial à percevoir d'autres taxes, par exemple, taxes sur les déchets, par exemple. Pour collecter les déchets, chaque ménage, par exemple, $1 ou je ne sais pas, 500 francs. Mais évidemment, par mois. Je sais que les avoirs des Congolais, c'est assez compliqué, mais je trouve qu'on doit nécessairement passer par là. Donc une taxe pour la gestion je ne sais pas préciser telle ou telle autre taxe, mais la ville doit vraiment faire une politique pour générer... Les déchets coûtent cher. Hein? Je sais, justement, la ville doit générer des recettes. Il doit faire tout ce qu'il peut faire pour générer les fonds pour pouvoir justement traiter. Parce qu'il n'y a pas que les déchets, il y a d'autres défis à relever par la ville. La ville doit avoir l'argent. La ville vraiment doit avoir l'argent pour pouvoir fonctionner. S'il faut que la population puisse payer $1, $2 pour que la ville soit propre, pourquoi pas? Très chers téléspectateurs, nous recevons pour vous dans le magazine Deadline Patrick Madia, président de la Corporation des urbanistes congolais. Nous avançons. Le Belge, l'ancien colonisateur de la République démocratique du Congo, est venu dans ce pays. Il a laissé une organisation. Quand le Congo était sans forme, ils ont essayé d'urbaniser à leur manière. Par exemple, Kinshasa a commencé à partir de Kintambo, ils ont mis de routes. Et quand vous voyez les anciennes photos de Léopoldville, vous n'avez rien à envier à la Suisse, par exemple. Il y a certains coins où vous allez en RDC, que ce soit Matadi, que ce soit Kisangani, que ce soit à l'intérieur du pays, vous remarquez une architecture qui faisait que la ville puisse respirer. Mais le Belge part jusque vers 70, ça allait encore mieux. Début 80 commence l'insoutenable. Vous allez dans certains coins, par exemple, comme à Massina, que j'aime beaucoup, vous n'avez même pas des avenues, vous n'avez même pas de terrassés, vous n'avez même pas de rigole. Aujourd'hui,
l'autorisation de bâtir est donnée comme de petits pas. Comment traiter ce fléau? Parce que quand vous allez vers le boulevard du 30 juin, le boulevard, pour ceux qui ont grandi et vécu sur le boulevard du 30 juin, avant les années 80 jusqu'aux années 80, il n'y avait pas d'inondation sur le boulevard, ni sur Justice, ni sur 24. Mais aujourd'hui, sur les Huileries, vous constatez des inondations. Que doit-on faire? Comment repenser l'organisation dans la présentation, par exemple, des grandes villes? Matadi, Kisangani, Kolwezi, Kinshasa, Goma. Comment repenser cela? Bon, vous avez parlé de Belge, c'est-à-dire au départ, comme nous l'avons dit tantôt, la ville doit être pensée. C'est-à-dire on ne doit pas réagir, on doit agir pour bâtir une ville. Il y a la ville de Léopoldville, reposée sur deux plans. Il y a eu plusieurs plans. Par exemple, le plan Riquier en 1950, c'est-à-dire la ville était déjà matérialisée sous forme de plan. Et tout ce qu'on a eu à construire, c'était une simple concrétisation de ce plan. Avec les régimes du maréchal Mobutu, on ne peut pas dire que la ville n'a pas été pensée. Parce qu'il y a eu la coopération française avec le SMUR, c'est-à-dire, vous voyez le fameux BAU, ils ont eu à concevoir un plan de la ville. Là, je parle de la ville de Kinshasa, parce que je pense que je la maîtrise assez. Il y avait le SDO, c'est-à-dire SDAU, c'est-à-dire le schéma directeur de l'aménagement urbain pour la ville de Kinshasa, qui prenait effet en 1975. Et cette ville a été pensée pour 15 ans. Vous voyez? Malheureusement, ce plan n'a pas été appliqué. Ce plan n'a pas été appliqué. Et vers 2012-2013, avec l'ancien gouverneur Kimbuta, il y a eu également des enquêtes qui ont été menées pour la ville de Kinshasa. Et toutes ces réflexions ont abouti à ce que nous appelons le SOSAC. On a également repensé la ville de Kinshasa. Donc il y a quand même des spécialistes qui réfléchissent sur cette fameuse ville. Et SOSAC a été adopté, c'était en 2015. C'était en 2015. Donc la ville où nous habitons, Kinshasa, est pensée. Maintenant, le problème, c'est simplement matérialiser cela. C'est vrai qu'à l'état actuel se trouve la ville de Kinshasa, il faudrait des grands sacrifices, en fait. Il faudrait que la population comprenne le pourquoi de ces actions. Vous me dites que Gombe, avant, il n'y avait pas d'inondation, parce que la configuration de Gombe a vraiment changé. Parce qu'à l'époque de Belge, on avait des grands immeubles, les longs du boulevard, et après, les habitations étaient essentiellement pavillonnaires. C'est-à-dire, quand vous prenez ici, toute cette zone-là, les habitations, quand je parle de pavillonnaires, c'est-à-dire R+0, c'est-à-dire des maisons à rez-de-chaussée. Non, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, on a maintenant de grandes constructions qui ont émergé, vous voyez un peu. Et je prends par la partie Gombe, la gestion des eaux était pensée par des égouts. Or, les égouts étaient dimensionnés en fonction de toutes les unités bâties qui existaient à ce moment-là. C'est comme je dis, c'est-à-dire qu'on doit chaque fois prévoir, c'est-à-dire les villes grandissent, il faudrait également voir... Mais c'est le travail de l'urbaniste, on ne vous sent pas. Les villes on ne sent pas l'urbaniste. Or, l'urbaniste est le premier collaborateur du décideur politique. Non, l'urbaniste est là, l'urbaniste réfléchit, l'urbaniste se propose, mais au fait, c'est la volonté politique qui doit matérialiser tout ça. Moi, je vous dis que les plans sont là, les réflexions sont là, les recommandations sont là. Mais maintenant, c'est question de les appliquer. Vous avez vu sur les médias une banque sur le boulevard remplie d'eau? Oui, j'ai vu. J'ai vu. Mais il y a des égouts qui sont là. Mais est-ce que ces égouts, les dimensionnements de ces égouts-là marchent encore? Est-ce que les égouts sont bouchés? Vous voyez un peu tous ces problèmes. Sur Huileries, par exemple, vous avez des jeeps Prado qui sont engloutis dans les eaux. Vous avez vu ces images? Oui, on a justement... Comment vous voyez tout ça, par exemple, en tant qu'homme, en tant que Congolais?
électeur, vous avez voté. Vous vous sentez comment? Au fait, en tant qu'électeur, d'ailleurs, moi, j'ai l'air du spécialiste, moi, ça me fait très mal. Parce que je me dis que tous ces événements pouvaient être évités très facilement. Parce que lorsque nous, spécialistes, concevons la ville, lorsqu'on prend un cours d'eau, c'est-à-dire quand vous prenez un cours d'eau, il y a les lits mineurs et les lits majeurs. Et dans la conception, c'est généralement les lits majeurs que nous prenons en compte. C'est-à-dire lorsque les eaux débordent, c'est-à-dire les niveaux les plus hauts. Et au-delà de ça, il y a toujours ce qu'on appelle des servitudes. C'est-à-dire on laisse, ça dépend de l'importance du cours d'eau, 15-20 mètres de part et d'autre. Vous voyez? Et maintenant, pour matérialiser la vision de l'urbanisme, là maintenant c'est lors de la demande des autorisations de bâtir. Lorsque la demande de l'autorisation de bâtir arrive au niveau du ministère ou au niveau de l'hôtel de ville, il faudra avoir l'œil du spécialiste. C'est-à-dire dire, voilà, dans telle zone, est-ce que ça n'entre pas dans les servitudes? Est-ce que la zone est résidentielle? Est-ce que la zone est frappée du non-aedificandi, c'est-à-dire on ne sait pas construire dessus? Tous ces éléments-là. Malheureusement, l'octroi de ces autorisations de bâtir ou permis de construire ne respecte pas les prescrits de l'urbanisme, ou du moins ne respecte pas les plans, vu que même le plan n'est pas appliqué. Vous voyez un peu le désordre dans lequel nous évoluons. C'est-à-dire, même si le dossier est arrivé là, tellement il n'y a pas un plan de référence, on ne sait pas mettre de bons avis. Imaginez si on avait un plan, parce que entre parenthèses, mis à part le plan directeur de la ville, il y a des plans particuliers. C'est-à-dire chaque quartier devrait avoir des plans. Chaque commune devait avoir des plans de développement qui, eux, devraient s'insérer dans le plan directeur. Vous imaginez, si on avait tous ces outils, si on appliquait tous ces recommandations, tous ces plans, on n'aurait pas tous ces problèmes-là. C'est simplement l'inapplicabilité de tout ce qui est prescrit, de tout ce qui est recommandation, de tout ce qui est plan qui nous pose problème. Très chers téléspectateurs, si vous nous prenez le cours, nous prenons le dernier virage de nos échanges avec notre invité de ce soir, Patrick Madia, président de la Corporation des urbanistes congolais. Nous allons parler de l'actualité. Le chef de l'État a tapé du poing sur la table. Il ne voit pas clair sur les sauts de moutons, voler infrastructure de 100 jours parce qu'il devait marquer de son empreinte la gestion de la RDC avec sa venue répondre aux problèmes de la population. Mais nous voyons dans certaines vidéos, par exemple, lui-même confesser par exemple le saut mouton de Sosimat, il n'était pas d'accord pour sa construction. Mais malheureusement, il est là, ça pose problème des énormes embouteillages. Est-ce que, par exemple, les sauts moutons répond à quel problème? Où le problème est ailleurs, il fallait par exemple créer des villes dans les villes. Parce que la plupart de nos services, eh bien, il faut venir par exemple pour Kinshasa, à la Gombe, au centre-ville. Vous quittez la Tchangou, vous quittez Lemba, vous quittez Kingasani, vous quittez de partout pour converger en un seul point. Est-ce qu'on ne devait pas avoir des autoroutes en dehors de la ville? Est-ce qu'on devait avoir par exemple ces sauts de moutons dans la ville où les gens doivent traverser? Vous quittez le quartier 1 pour aller de l'autre côté. En même temps, on vous met des voies qui passent extrêmement vite. Est-ce que c'était ça la solution avec votre œil de l'urbaniste? Parce que vous êtes contribuable congolais, vous êtes aussi électeur congolais. À cette question, je dirais ceci. La ville de Kinshasa, comme vous le savez, a déjà un plan de mobilité. Maintenant, c'est question de savoir est-ce que ces sauts de moto s'insèrent dans ce plan-là. Moi, je sais que c'est non. Bon, c'est comme le fameux projet, si vous vous rappelez des mandats passés, on parlait de projets d'impact visible et immédiat. C'est-à-dire ce sont des projets qui sont malheureusement faits à la hâte, et maintenant, on se rend compte que ça pose plus de problèmes que de solutions. Vous imaginez, vous faites le saut de moto au niveau du pompage et finalement vous vous rendez compte, voilà, on a trouvé la solution pour que les gens puissent passer au-dessus.
mais les alentours n'ont pas été pris en compte. Vous voyez. Or, s'il y a un projet bien pensé, je pense que tout doit de fait être normalement pris en compte. Vous essayez de créer de voies rapides à l'intérieur de la ville. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. À l'intérieur de la ville, on favorise plus les transports en commun. Ouais, ça, c'est à l'intérieur de la ville. Lorsqu'on veut créer de voies rapides ou de voies express, c'est généralement à l'extérieur, à la périphérie de la ville. On parle de voies express, comme je venais de dire, ou de voies périphériques. On parle parfois des rocades, où on peut relier un point A à un point B en imposant certaines vitesses. On se dit, voilà, sur de telles voies, la vitesse maximale peut être de 150 km/h. C'est-à-dire que vous pouvez rallier facilement l'aéroport de Njili au centre-ville en quelques minutes. Mais là, c'est à l'extérieur de la ville. On ne sait pas créer de voies express à l'intérieur de la ville parce que ces voies-là ne supportent pas des intersections. C'est-à-dire qu'on risque maintenant de couper la ville en deux. Vous imaginez parce que, c'est-à-dire pour faire l'intersection, on devait faire autant de kilomètres pour pouvoir rentrer. Donc ça va causer, je pense, ça va causer beaucoup plus de problèmes que de solutions. Je reviens encore aux travaux qui ont été faits par le gouvernement provincial. C'est-à-dire même dans ce fameux plan, tout est prévu. Il y a des voies express, il y a des rocades, il y a même des ferryboats, c'est-à-dire même l'exploitation du fleuve Congo. C'est-à-dire c'est quand même inconcevable que la personne habitant Maluku, pour atteindre le centre-ville, puisse emprunter les boulevards, alors qu'on pouvait facilement relier Maluku au centre-ville par des canaux. C'est possible. Mais évidemment que c'est possible. Évidemment que c'est possible. Mais comment les bateaux quittent Mbandaka pour atteindre nos fameux... les ports, les Libongo, centre-ville. C'est-à-dire la voie existe. Imaginez un peu si on pouvait exploiter ce potentiel qui est disons, le fleuve Congo. Mais tout cela, c'est pensé, mais bizarrement, pas réalisé. Mais il y a un problème de confiance. Le décideur politique se dit, est-ce que le Congolais, le technique ou le technicien congolais a cette compétence suffisante pour répondre, pour solutionner les avis du politique. C'est la raison pour laquelle ils vont se tourner vers les Indo-Pakistanais, vers les Chinois, vers les urbanistes étrangers, parce que lui-même, l'urbaniste congolais, l'ingénieur congolais, l'architecte congolais, le professionnel congolais n'est pas assez outillé par rapport à sa formation. Il a certaines techniques qu'il n'a pas vues. À cela, comment tu réponds? À cela, je réponds ceci. Au fait, l'apport des Chinois ou des Indo-Pakistanais, oui, c'est très bien parce que, bon, particulièrement pour les Chinois, en termes d'urbanisme, ils ont vraiment de l'avance sur nous. Donc, on peut pas dire, voilà, comme je suis Congolais, nécessairement, il faut prendre des Congolais. Mais vous remarquerez, par exemple, dans la loi créant l'ordre des architectes, il y a toujours un moyen de canaliser cet apport-là venant de l'extérieur au travers les Congolais. C'est-à-dire, si nos disciplines-là, c'est-à-dire ingénieurs, architectes, urbanistes, pouvaient muer en corps ou en ordre, ça serait une très bonne chose pour nous parce qu'on pourra bénéficier de tout ce qui est extérieur, mais au travers les Congolais. Par exemple, pour un bureau d'études, on dira vous ne pouvez pas réaliser tel ou tel autre projet sans associer les Congolais. Vous voyez, ça sera aussi un bon transfert de connaissances et de technologies. Mais dire que l'urbaniste congolais, l'architecte congolais n'est pas compétent, non, je pense que c'est faux, parce que nous utilisons les mêmes outils que ceux d'ailleurs. Mais eux, peut-être, ils ont pris de l'avance parce qu'il y a cette confiance de leur politique. Les Chinois, ils travaillent qu'avec les Chinois. Imaginez maintenant si nos politiques commençaient à travailler avec nous. Vous verrez qu'on pourra facilement atteindre tout ce que fait les Chinois et d'autres personnes de l'extérieur. C'est question de confiance, je pense, c'est question de confiance. Parce que la Chine, il y a de cela
50 ans, c'est passé ce qu'on a maintenant. Vous voyez, c'est simplement avoir cette confiance aux jeunes Congolais formés ici. Je pense qu'il y a... De toutes les façons, c'est nous qui connaissons nos villes, c'est nous qui connaissons nos populations. Vous ne pouvez pas venir nous imposer certaines de vos constructions ici en Kinshasa. Et vous verrez que ces constructions, je ne suis pas architecte, mais du moins, j'ai quand même l'œil, vous verrez que toutes ces constructions ne s'insèrent pas dans l'esthétique globale de la ville. C'est-à-dire que ce sont des constructions qui font tâche à la ville. C'est-à-dire quand un Chinois construit, vous verrez que sa manière de construire est différente des autres habitations tout autour. Ça ne crée pas l'harmonie. Or, imaginez, s'il y avait cette collaboration avec l'apport de leurs connaissances et ce que nous avons ici, on fait une symbiose. Je pense qu'on aurait pu faire de bels ouvrages par rapport à parfois ces monstruosités que nous voyons au niveau de nos villes. Je ne pourrais pas terminer mon émission sans parler de la femme. Vous avez aussi des urbanistes femmes? Oui. Elles sont nombreuses? Oui. Maintenant, oui, en fait, elles commencent à prendre goût. Au départ, il n'y en avait pas beaucoup, mais maintenant, oui. Par exemple, dans votre structure, vous en avez combien? Dans notre structure, ceux qui ont rallié, je parlerai d'une bonne quinzaine quand même. D'une bonne quinzaine. Oui. En RDC, nous avons remarqué il y a un peu cet aspect violence faite à la femme sur les questions professionnelles. Donc, pour une même formation d'ingénieur, de technique, mais on préfère plus aller vers l'homme que la femme, qui peut aussi être qualifiée que l'homme. Vous avez déjà constaté cela? Est-ce qu'elles se plaignent de cela aussi? Moi, je pense que sur cet aspect-là, je pense que les femmes devaient avoir confiance en elles-mêmes. Je n'ai toujours pas été d'accord sur cette idée de discrimination de la femme. Non, moi je pense que nos femmes devraient se prendre en charge. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on est femme qu'on est inférieur. Oui. Mais généralement, les femmes, quand elles se présentent comme étant déjà inférieures par rapport à l'homme. Or, c'est non, on est tous égaux. Donc vous êtes tous urbanistes? On est tous urbanistes. On est tous urbanistes. Ce n'est pas parce que je suis homme que je suis plus intelligente que la femme. Non. Par exemple, dans votre comité de gestion, votre direction, il y a des femmes. Je ne veux pas polémiquer. Je vous ai eu. Non, là, vous m'avez eu. Donc vous allez y penser. En fait, c'est pas aussi de notre faute. Il n'y avait pas eu de candidature féminine. C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire c'est la femme de se prendre en charge. Est-ce que là, vous pouvez solliciter aussi des candidatures féminines, au cas où? Oui, au cas où il y avait élection, oui, peut-être au niveau de l'Assemblée générale, parce que ce n'est pas à moi de décider, c'est à l'Assemblée générale. Tout à fait. Un dernier mot pour mettre fin à cet entretien. Je pense que vous allez encore revenir pour d'autres entretiens. Un dernier mot, je dirais, c'est si, au niveau de la RDC, il y a une très bonne institution. Permettez-moi de faire quand même la publicité de là où j'ai été. Il y aura un problème parce que là, vous serez sanctionné par le commercial. Oui. On a une très bonne institution qui forme les architectes, les urbanistes, oui, des ingénieurs, BTP et des ingénieurs topo. Donc, je demanderai à nos... Vous avez remarqué, je n'ai pas cité l'institution. Je demanderai à nos politiciens de nous faire confiance. Nous sommes compétents pour pouvoir aider nos politiques à résoudre certains problèmes qui posent la ville. Mais j'aimerais quand même dire aussi quelque chose parce qu'il ne faudrait pas penser que les politiques ont mis vraiment de côté les urbanistes. Parce que moi je sais, parce qu'il faudrait quand même être juste. Moi je sais, lorsque nous avons été formés en, disons, la première promotion, c'est-à-dire pour le premier cycle en 2003, nous avons été directement recrutés par le ministère de l'Urbanisme. Donc il faudrait quand même relever cela. Mes grands amis sont là-bas, mais malheureusement, comme c'est parfois la fonction publique, vous savez comment ça fonctionne un peu. Un grand merci, mon frère. Très chers téléspectateurs, nous avons reçu pour vous Patrick Madia, qui est le président de la Corporation des urbanistes congolais. Nous avons échangé, les décideurs politiques. Vous devez compter sur les professionnels qui sont en République démocratique du Congo. Patrick Madia, un grand merci.
Merci, je vous remercie. Merci très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous avons raté ce dimanche à 22h30. Rattrapez-vous le jeudi à 14h sur Kin 24 Télévision et suivez-nous sur les plateformes numériques liées à votre programme Deadline. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.